Bonjour et bienvenue sur Sensationnel. Nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 5, description d'un mouvement. On voit ici affiché ce qu'on appelle une chronophotographie de la Lune. C'est une méthode d'analyse que l'on va étudier ensemble aujourd'hui. Et on voit que ça nous permettra peut-être de mieux comprendre le mouvement que par exemple ici fait la Lune. Au programme aujourd'hui, des rappels d'abord de ce qui est censé être connu du collège, et nous allons ensuite aborder du nouveau vocabulaire. Ce vocabulaire va nous permettre ensuite de pouvoir détailler ce qu'on peut dire sur un mouvement. Alors justement la vitesse. La vitesse d'un objet en mouvement est caractérisée par sa valeur, son sens et sa direction. Donc une fusée qui décolle par exemple, il y a une certaine valeur qui va être conséquente quand elle a décollé, elle va aller très vite. Elle a un sens, une direction. La direction ce serait Terre-Lune ou Lune-Terre, et son sens ce serait de se diriger plutôt vers la Lune que la Terre. Alors delta T, qu'est-ce que c'est Le triangle, c'est en fait delta majuscule. C'est une lettre grecque qui nous permet de dire intervalle de temps. En fait, delta T, ça veut dire intervalle de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer avec un chronomètre, on va faire top et on fera pause à un autre moment. Cela permet d'éviter de compter à partir de l'an 0 et de se dire, bon, de l'an 0 au 1er décembre 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre le début de l'expérience et la fin de l'expérience comme intervalle de temps. On peut généralement parler de trajet en minutes. Je sais que par exemple en bus, vous allez dire je prends 20 minutes, je prends 45 minutes. Ici, je note ça en secondes, mais en réalité, on fait comme on veut. On peut marquer ça en mètres par seconde, en kilomètres par heure. On peut marquer ça en mètres par minute si vous avez envie. L'important, par contre, c'est que les résultats puissent être tous convertis. Ça, c'est une compétence que vous devez avoir. C'est une question d'échelle. Un train, il sera toujours plus intéressant de parler en kilomètres par heure, alors qu'un piéton va plutôt parler en mètres par minute, peut-être. C'est quelque chose dont on peut mieux se rendre compte en tout cas. Les scientifiques du monde entier se sont mis d'accord pour utiliser ce qu'on appelle le système d'unité internationale. On appelle du coup les unités SI, système international. Et le mètre et la seconde sont ces unités-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, on peut vous demander de retrouver les mesures en mètres par seconde. Un mouvement peut être rectiligne ou circulaire, ça vous le savez déjà normalement. Si la valeur de la vitesse reste constante au cours du temps, eh bien le mouvement est dit uniforme. Alors voyons ça de plus près. Donc on a le petit poussé qui jette des cailloux régulièrement. Donc à chaque seconde, il jette un caillou. D'accord? Hop, plus une seconde. Et puis il avance comme ça dans la forêt. Puis d'un coup, il y a un loup qui arrive. Qu'est-ce que va faire le petit poussé? Il va continuer à jeter ses cailloux. Mais en une seconde, vous voyez là, on voit bien qu'il a rencontré un loup parce que en une seconde, on dirait qu'il jette les cailloux de plus en plus loin par rapport à sa première position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a commencé à courir. D'accord? Donc là, juste avant, c'était une petite balade en forêt tranquille, c'était uniforme. Puis là, d'un coup, il a rencontré un loup et ça l'a fait flipper. Et ça, c'est ce qu'on dit non uniforme. Là, on pourrait même parler de mouvement accéléré ou décéléré. On en rediscutera. Donc ici, les intervalles sont bien réguliers. Par exemple, D1, ici, est égal à D3. Et vu que D1 est égal à D3, cela signifie que c'est uniforme. D'accord? Et on pourrait faire la même remarque ici. Chaque espace entre deux points sont à chaque fois réguliers, donc tout cela est uniforme. J'aimerais que vous compreniez que l'observateur est très important. Le mouvement d'un objet n'est pas perçu de la même manière selon que l'observateur est immobile ou en mouvement. En effet, si vous êtes en voiture avec l'un de vos parents, vous allez le regarder et se dire par rapport à moi, il ne bouge pas. En revanche, vu que vous êtes en voiture, les gens de l'extérieur, sur le trottoir, vont vous voir bouger tous les deux. Vous voyez bien que l'observateur, sa position a une importance. Alors on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va maintenant parler du système. Alors, ça va être assez sommaire. Donc le système, c'est juste un mot de vocabulaire en plus. Le système est l'objet dont on étudie le mouvement. Je jette une pomme dans ma pièce. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté une pomme, j'étudie le mouvement de la pomme. Donc le système, c'est la pomme. Je suis dans une fusée au décollage. Je jette une pomme. J'étudie le mouvement de la pomme. Quel est le système? Le système, c'est la pomme. Ok. Il sera représenté par un seul point stratégique, son centre de gravité.
Alors dans un jeu vidéo, vu qu'on essaie de prendre en compte les collisions, donc les volumes des objets, on va utiliser des outils mathématiques un peu plus conséquents pour essayer d'étudier ça. Mais vous n'êtes pas encore armé mathématiquement pour comprendre ces problématiques. Donc nous ne concentrerons que sur les points de gravité. Donc si on veut parler de la pomme, ce sera à peu près là où il y a les pépins. Le centre de gravité d'un humain, c'est à peu près au niveau du nombril. Grand 2, le point de vue. Alors j'aimerais que vous alliez regarder cette vidéo. Et qu'en regardant cette vidéo, vous posiez la question suivante. D'après vous, le train est-il en mouvement? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et quand vous aurez vu la fin de la vidéo, vous revenez ici. Je vous attends. Ok, je considère que c'est fait. Donc, attention, spoiler alert, le train ne bouge pas. Vous êtes fait avoir, je pense. Moi aussi, je m'étais fait avoir. Donc c'est super intéressant de se rendre compte que l'observateur, là où il est positionné, ça peut même fausser carrément son jugement. Penser qu'il est en mouvement alors que non. Et parce que beaucoup de choses sont relatives. Par exemple, là, est-ce que je suis en train de bouger de quelques mètres? Non? Vous ne pensez pas que je bouge de quelques mètres? C'est vrai, par rapport à mes murs, je suis immobile. Et vous le constatez, vous trouvez que c'est même une question naïve. Mais la Terre tourne. Donc, quand je vous ai posé cette question, j'étais bien à un autre endroit. La Terre tourne, la France sur la Terre tourne, je suis en France, donc j'ai tourné avec la France. Donc j'ai bien eu un déplacement, mais que vous n'avez pas perçu, parce que vous êtes situé sur Terre. Sur la Lune, vous verriez que la Terre tourne et vous direz, bah oui, sensationnel, a bougé. En physique, le point de vue, c'est le référentiel. Donc ce serait important que vous le notiez, d'accord? On appelle ça le référentiel. Donc par exemple, là, quand je jette une pomme dans ma pièce, le référentiel, c'est là où moi je vais poser mes pieds pour faire l'expérience. Donc je jette la pomme, je ne vais pas compter la terre, le sol de la terre ou le niveau de la mer comme étant mon zéro en termes d'altitude. J'ai compté le sol de ma pièce. Ça va être le plus facile. Donc le référentiel serait ma pièce où je fais l'expérience. Si je veux observer comment la Terre tourne autour du Soleil, le mieux c'est que mon référentiel soit le Soleil, que je me positionne au Soleil. Et d'ailleurs, si on veut étudier la Lune, c'est facile. On se positionne sur la Terre, on fixe un point, celui-ci, vous voyez, on a décidé que ce point-là serait fixe, la Terre tourne, mais surtout la Lune tourne autour de la Terre, trajectoire circulaire, ici on le voit. Et même si ce mouvement est circulaire, il n'était pas simple à étudier pour tout le monde, parce que voyez-vous, là on s'est positionné comme si on était à la Terre. Mais si on changeait de point de vue, si nous fixions à la place le Soleil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Terre fait toujours son cercle autour du Soleil, bien sûr, ça n'a pas changé. J'espère que vous êtes tous convaincus là-dessus, que la Terre tourne autour du Soleil. Mais par contre, si on regarde la trajectoire de la Lune va faire des formes qui sont bien plus spéciales. Alors que c'est censé toujours être la même Lune, c'est censé être toujours circulaire. Mais vu qu'on a positionné notre référence ailleurs, tout était devenu bien plus étrange et bien moins naturel. Et d'ailleurs, c'était un problème que Galilée et Copernic ont soulevé. Ils se sont dit pourquoi toutes les planètes qu'on observe font des choses comme ça. On a la Lune qui fait un cercle autour de nous, mais toutes les autres planètes dessinent d'autres types de courbes. Elles sont spéciales. Et donc Copernic et Galilée, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de bloquer certains points dans l'espace et se sont dit, je vais planter le centre sur le Soleil, et puis je vais refaire mes calculs et mes trajectoires, et se sont rendu compte de quoi? Que tout était circulaire si on prenait en compte que le Soleil était au milieu de tout. Ce qui a non plus fixé la Terre au centre de l'univers, mais le Soleil au centre de notre système solaire. Ça a été une très grande révolution à l'époque. Alors, justement, on parle de trajectoire depuis tout à l'heure, je vous propose d'étudier cette petite vidéo du Guinness Book Record d'un saut en blob. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc regardez cette vidéo et revenez juste après. Ok, je considère que vous avez vu cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je l'ai analysée. J'ai pris le début, avant que la personne ne saute, donc elle est située à ce moment-là dans le coussin. On avance un petit peu, et là cette fois-ci j'ai superposé les deux images. Donc on a le bonhomme qui est dans le coussin, on a le bonhomme qui commence à se soulever, et puis là ainsi de suite, j'ai continué à superposer les petites images, et on voit effectivement qu'on va pouvoir dessiner, en continuant comme ça, tout le dessin du mouvement finalement. Alors je l'ai fait à des intervalles à chaque fois bien réguliers. Par exemple au tout début, donc j'ai positionné que ça c'était 0 secondes, ici j'ai dit que c'était 0,6 secondes, ici j'ai dit que c'était 1,2, et là vous voyez on est à 1,8 secondes. Alors, vous le voyez ici. Donc si on fait le travail jusqu'au bout, on peut tracer la courbe. Et cette courbe s'appelle une parabole.
Alors, mathématiquement, c'est quelque chose de très facile à réaliser. Et c'est ce qui va à chaque fois se manifester lorsqu'on a un jet de projectile. Si une arme à feu tire une balle, la balle continuera à un moment donné sa descente en suivant une parabole. Un jet de pierre, par exemple, ou un boulet de canon va suivre une parabole. Donc on va rajouter à notre catalogue des trajectoires, donc quand je parle de traces, je parle en fait de trajectoire. On rajoute à ce catalogue-là, rectiligne et circulaire, on va rajouter parabolique et curviligne. Donc curviligne, c'est ce que vous avez déjà vu quand on a étudié la Lune autour du Soleil, les espèces de zigzags ou d'hélices. On va appeler ça curviligne, ça veut dire une courbe quelconque. On ne sait pas vraiment comment la nommer. Donc maintenant qu'on a gagné en vocabulaire, on va commencer à attaquer le dur du sujet, on va parler de la vitesse. La vitesse. Alors, on a dit au tout début que ça contenait valeur, sens et direction. Connaissez-vous un objet mathématique qui peut accueillir une valeur, un sens et une direction? Eh bien, c'est la question que je vous pose. Essayez d'y réfléchir un petit peu. Et pour ceux qu'on trouvait, c'est un vecteur. On va utiliser les vecteurs pour accueillir ces trois valeurs-là. Alors en physique, un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui contient à chaque fois 4 choses. Et ces 4 choses, il va falloir les identifier avant de pouvoir tracer un vecteur. Une norme, donc sa longueur, sa direction, selon une droite, un sens, c'est-à-dire selon cette droite, est-ce qu'il va de gauche à droite ou de droite à gauche par exemple, et un point d'application. Un point d'application, ce serait quoi? On a parlé d'un point tout à l'heure, on a parlé du point qui s'appelle le centre de gravité. Bien généralement, on va positionner les vecteurs par rapport à ces centres de gravité. Ça va être beaucoup plus pratique pour étudier les objets. Alors je prends souvent le train, et je vais essayer de trouver une analogie qui va vous permettre de comprendre ce que c'est la différence entre direction et sens. Je pense que ça, c'est pas évident. Je sais que une norme, la longueur, vous dites la longueur elle doit être proportionnelle à plus ça va vite, plus c'est grand, moins c'est rapide, plus c'est petit. Un point d'application, d'accord, je prends le centre de gravité, c'est comme ça. Mais direction et sens, ça demande un petit peu plus de compréhension. Alors, si je vais prendre le train, j'ai des rails qui m'amènent de Strasbourg à Belfort ou de Belfort à Strasbourg, ce sont les mêmes rails, imaginons. Et bien là, je n'ai pas de sens. C'est ce qu'on appelle une direction. C'est juste deux points qui sont reliés. On ne sait pas lequel vers lequel on va choisir. Mais je vais bien choisir l'un des deux. Eh bien, quand je choisis d'aller d'un point A à un point B ou d'un point B à un point A, c'est ça qu'on appelle le sens. Donc ici, il y a deux sens disponibles, mais une seule direction. La direction est définie par les rails qui sont disponibles et qui vont me permettre de faire soit l'un soit l'autre. Par exemple, si je trace ici la droite A, B, j'ai deux sens possibles. Soit je me dirige de B vers A, soit je me dirige de A vers B. Eh bien, la droite AB me donne une direction et j'ai deux sens possibles. Le sens AB ou le sens BA. En dessinant la trajectoire tout à l'heure et en l'isolant, j'ai perdu quelques informations. Je me suis embêté à prendre des valeurs à intervalles réguliers et pourtant on sait très bien que le temps a une importance dans la vitesse et dans son calcul. Donc il serait intéressant de garder cette notion de temps. Donc j'ai positionné des points à chaque fois que j'arrivais à apercevoir le nombril du recordman et j'ai dessiné du coup l'allure de sa trajectoire mais en isolant chacune de ces positions. Et en faisant ça, on va pouvoir étudier ce qui se passe. Par exemple, ici on se rend compte que pour un intervalle donné donc de 0,6 secondes entre deux points, il a parcouru, là à mon écran, ça fait une certaine longueur. Et ici, pareil, pour un intervalle de 0,6 secondes, il a parcouru beaucoup moins. Donc déjà, on va pouvoir savoir que s'il a parcouru moins 0,6 secondes, il est devenu plus lent. Et ça, ce sont des informations de vitesse. Alors pour étudier ça précisément, je vais vous demander de recopier ça sur votre feuille de carreau. Vous allez pouvoir étudier ça avec moi. Je vous l'ai remodélisé pour que vous puissiez le mettre à des endroits bien précis. Donc par exemple, ici, on est bien au milieu du carré. Ici, on est sur la première interligne au milieu du carré. J'essaie de faire en sorte que ce soit simple pour vous de recopier ça et on va pouvoir faire des mesures d'analyse dessus. Donc je vous laisse un temps pour recopier tout ça. Laissez bien 4 carreaux au-dessus du dessin. Parce qu'on va tracer des choses par au-dessus, donc au-dessus du dessin, vous laissez 4 carreaux. Ensuite, je vais vous demander de numéroter chacun des points 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la suite
pour que nous puissions parler de chacun des points sans avoir besoin de les recompter. Donc, je vais vous proposer une méthode. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier le système étudié. Ok, c'est la première étape pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle tous la même langue? Est-ce qu'on parle tous la même chose? Oui. Donc, le système étudié, qu'est-ce que c'est? Le système, c'est ce qui est en mouvement. Donc, c'est le recordman. Ok, ça, c'est réglé. Identifier le référentiel. Où est-ce que j'ai les pieds? Alors, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui observe. Ce n'est pas moi derrière mon ordinateur qui observe. C'est un caméraman. Et lui, il est a priori sur un bateau. Donc, le caméraman sur le bateau. Donc, on a identifié le système. On a identifié le référentiel, le bateau où se tient le caméraman. Maintenant, on va calculer la vitesse en point M4. Ça, c'est ma consigne. On va calculer ça au point M4. Donc, je vais prendre deux points qui encadrent M4. Je vais choisir M3 et M5. Donc, en choisissant M3 et M5, j'encadre M4. Je vais tracer une droite entre M3 et M5. C'est pas la première fois que vous m'entendez parler de droite, c'est normal. Cette droite, ça va marquer la direction de notre vecteur. Prenons maintenant un point d'application. Donc le point d'application, c'est le centre de M4, et on voit qu'il ne passe pas par la droite M3, M5. Donc en fait, on va tracer la parallèle. Et c'est cette parallèle-là qui va nous permettre d'aller plus loin. Comment ça marche? Eh bien, au point M4, on va se positionner pile au centre, et on va essayer de tracer au mieux une parallèle. Le sens du vecteur, ça va être le sens du mouvement. On passe de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, donc ça va être de 4 vers 5. Donc ça va être notre vecteur vitesse. Un vecteur, ça se note avec une flèche. Mais là, je n'ai pas calculé la longueur. J'ai défini une longueur comme ça. Mais on peut la calculer, cette longueur. Pour une longueur, on a besoin de quoi? On a besoin d'une distance et d'un temps. Alors, la distance dont on a besoin, c'est la distance qu'on vient de prendre entre M3 et M5. Ça, vous le mesurez à la règle. Sachant que, tout à l'heure, c'était écrit sur la feuille, 3 carreaux, c'est 5 mètres. Donc, on avait à peu près 5 mètres, dans notre cas M3, M5. Donc, on positionne 5 mètres. On sait que c'est entre deux images. On avait l'image 3, 4 et 5. Et ici, on a 0,6 secondes. Ici, on a 0,6 secondes. Donc, le temps total, c'est 2 fois 0,6 secondes entre les images. On se positionne entre 3 et 5. Donc, bien entendu, entre 3 et 5, on a 2 fois des intervalles de temps. 2 fois 0,6 secondes, ça donne 1,2 secondes et on obtient 4,2 mètres par seconde. Comment dessiner des mètres par seconde sur notre feuille? On va prendre cette convention-là, 1 cm égale 1 mètre par seconde, donc vous essayez de dessiner la longueur du vecteur comme étant 4,2 cm. Et voilà, et c'est pour ça que je vous ai demandé de laisser de la place par au-dessus. Vous avez donc maintenant un magnifique vecteur vitesse qui vous donne la vitesse qu'il y a en point M4. Le travail que je vais vous demander de faire, c'est de faire la même chose, mais en suivant la même recette, mais pour le point M6. D'accord? Ce serait un bon exercice pour vous, en tout cas, de le faire, si vous voulez vous entraîner. Cela marque maintenant la fin de mon travail. Maintenant, c'est à vous de travailler. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.